Allez, on s'installe. Bien, merci à tous pour votre présence. Merci aux membres du conseil municipal d'Allemande de nous avoir aidé à préparer cette réunion. Vous noterez le fleurissement des tables par Françoise Chasteau et comment elle s'appelle, Cathy Fargue. Donc on renoue avec une certaine tradition qui était chère à Luc Macoin, de fleurir les tables pour les conseils communautaires. Et donc merci à ceux qui s'en sont occupés, c'est quelque chose d'agréable. J'ajoute qu'on vous a préparé un petit buffet à la fin de la réunion pour vous restaurer après ce dur labeur. Petit rappel, en ce début de réunion, on est une assemblée délibérante, donc le pass sanitaire n'est pas obligatoire, par contre le masque l'est. Donc je vous invite tous à garder votre masque pendant cette réunion. Il faut que nous montrions l'exemple. Les absents excusés, donc nous avons Annie Calvar qui m'a donné pouvoir, Claude Etienne qui a donné pouvoir à Jean-Luc Gardot, Jean-Paul Tri qui a donné pouvoir à Jean-Pierre Barzou, Cécile Richard qui a donné pouvoir à Jean-Noël Vaquet, et Jean-François Boulet qui a donné pouvoir à Daniel Bory. Je n'ai oublié personne, c'est bon? Très bien, merci. Il faut que nous désignions un secrétaire ou une secrétaire de séance. Qui veut bien être secrétaire de séance? Assurez-vous, ce ne sera pas un gros travail. Qui souhaite être secrétaire de séance? Marie-Josée Bonadonna. Merci Marie-Josée. Donc avant de commencer, quelques mots. Bonsoir Christelle, on commence juste. Donc avant de commencer, quelques mots sur la commune d'Allemance, comme il est de coutume. Je suis très heureux de vous accueillir dans notre modeste salle des fêtes. Ce n'est pas la plus belle salle des fêtes de la communauté de communes, comme vous pouvez le voir, pas la plus fonctionnelle non plus. Mais bon, on a aussi beaucoup de patrimoine à entretenir, beaucoup de travaux à réaliser, beaucoup de choses à financer, ce qui fait que la salle des fêtes n'est malheureusement pas la priorité pour nous en termes de travaux, en termes d'investissement. Néanmoins, elle nous permet de vous accueillir ce soir. La commune d'Allemance, je ne vais pas vous faire un long récit, mais c'est une commune qui, de tout temps, a été un lieu d'échange, de commerce, puisqu'on est sur une vallée, sur un passage. La raison d'être d'Allemance, c'est le passage du Drô, en fait. Comme beaucoup de communes, le fait d'avoir un passage à gué sur une rivière, c'est ça qui a créé l'implantation locale de villages comme Allemance. Et donc, s'est développé de tout temps une activité de commerce, une activité d'échange, de marché. En témoignent les deux halles qui sont encore debout à Allemance et qui nous servent pour les manifestations de la commune. Au cours du dernier mandat, nous avons fait assez peu d'investissements. Nous avons beaucoup désendetté la commune, nous avons reconstitué nos capacités d'investissement, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons engagé pas mal de projets dans le but de maintenir l'attractivité du village et de garder ce dynamisme que vous connaissez. Et donc en cours, actuellement, nous avons la rénovation du bureau de la Poste, de l'immeuble de la Poste. Nous avons racheté l'immeuble de la Poste cet été. Nous avons transformé le bureau de poste en agence postale. Une partie du rez-de-chaussée est en train d'être transformée en maison d'assistante maternelle qui n'attendent que la fin des travaux pour s'installer. Donc ce serait prévu en décembre. Puis on a un logement au-dessus qu'on va rénover pour accueillir une famille parce qu'il est très grand. En parallèle de ça, nous sommes en train de rénover un logement communal qui est très grand aussi, qui permettra aussi d'accueillir une famille. Nous mettons en place, comme vous l'avez déjà beaucoup fait sur vos communes, l'adressage d'ici la fin de l'année. Et puis surtout, nous avons un gros projet d'aménagement de bourg, les 2 places qui vont être faites en 2022 et 2023. Ça va nous occuper pas mal. Et puis, je pense qu'on partira sur une procédure de PLU en 2022.
Donc, vous voyez, beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, on ne s'ennuie pas, on a un conseil municipal mobilisé. Et donc, voilà où nous en sommes, et tout ça dans le but de bien pérenniser l'attractivité du village, qui ne se dément pas, puisque en ayant 500 habitants, nous avons tous les commerces et services, et beaucoup de gens veulent s'installer à Almans parce que justement, tous ces commerces et services sont disponibles devant leur porte. Voilà la petite présentation que je voulais vous faire du village. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, en commençant par une adjonction à l'ordre du jour. Juste un point qui concerne la vente du terrain à la zone industrielle de Favard à Miramont. Vous savez, ce terrain qu'on devait vendre à une société qui fait qui s'occupe de recycler les fers et métaux, et donc qui est à Miramont et qui va se déplacer sur la zone Favard, sur ce terrain qui appartient à la communauté de communes, à côté de l'ancienne déchetterie. Ça fait un petit moment qu'on parle de ce sujet, donc ça y est, le bornage est fait, donc on va pouvoir vendre ce terrain, et donc nous devons délibérer pour pouvoir procéder à la vente. Est-ce qu'il y a un vote contre ou une abstention pour cette adjonction à l'ordre du jour? Non? Très bien, merci. Le point suivant, le premier point de l'ordre du jour, donc, c'est l'examen et le vote du procès-verbal et du compte-rendu du Conseil communautaire du 22 septembre 2021. Est-ce qu'il y a des remarques, des demandes de modification de ce compte-rendu? Pas d'intervention sur ce sujet? Très bien, je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe aux délibérations avec en premier lieu donc les délibérations qui concernent les ressources humaines. D'abord, une première délibération. Il y a un problème? Donc, première délibération, la création d'un poste d'adjoint administratif à 25 heures par semaine. Simplement, nous avons un agent chargé de l'accueil, du secrétariat administratif, qui fait beaucoup de tâches différentes au sein de l'administration, de la gestion de la reprographie, des contrats, des archives, la logistique, la gestion des fournitures. Voilà, c'est un poste qui est évidemment indispensable à la collectivité. Ce poste-là, cet agent-là, il donne entière satisfaction, et on est clairement sur un besoin permanent. Donc, je vous propose de stagiairiser cet agent à hauteur de 25 heures par semaine. Et donc, nous avions un avis favorable du bureau communautaire sur ce point. Est-ce que vous avez des questions ou des interventions sur ce sujet? Pas d'intervention. Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, l'organisation du service environnement. Donc là, c'est un point un peu particulier puisque nous avons des difficultés dans la gestion de ce service. Et donc, nous devons retirer la responsabilité du service à l'agent à qui nous l'avions confié. Aujourd'hui, nous n'avons pas la ressource en interne pour assurer la responsabilité du service. Il faut donc que nous procédions à un recrutement externe. Pour limiter l'impact financier de ce recrutement, je vous propose de ne pas procéder au recrutement d'un assistant administratif pour la mise en place de la TOMI tel qu'il avait été envisagé et inscrit au budget. Ça implique un delta financier avec le recrutement d'un agent qui serait catégorie C, mais plus probablement catégorie B. Ce delta financier, il est évalué entre plus 2 328 € et plus 6 432 € en fonction du grade et de l'échelon de l'agent recruté. Et comme nous en avons parlé en bureau communautaire, comme je vous l'avais demandé, on partira sur un recrutement en contrat de projet, ce qui nous permettra d'appréhender les évolutions du service sans avoir un recrutement d'un agent pérenne. Voilà. Et puis tout ça, évidemment, rentre en
collision, si je puis dire, avec l'externalisation de la collecte et la mise en place de la TOMI. Jean-Pierre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet ? Je ne peux pas dire que tout est dit, mais bon, on dit l'essentiel. Je pense que l'agent qui a assumé la responsabilité du service aurait pu le faire dans un contexte différent. Le contexte est quand même compliqué. Et aujourd'hui, avec le passage à la TOMI, il y a une certaine usure qu'exprime l'agent en question. Effectivement, il faut peut-être réfléchir sur une restructuration du service, d'où le projet de la délibération. En attendant que la possible externalisation dont on discutera tout à l'heure, que le démarrage du passage en TOMI produise leurs effets pour bien apprécier la volumétrie et le profil des postes de ce service. Voilà. Si vous avez des questions. Oui, il est bien évident que, comme tu le dis, ce recrutement ne règle pas tout, mais nous permet d'avancer, ne nous exonère pas évidemment d'autres évolutions concernant ce service. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce sujet? Pas de questions, pas de remarques. Donc, pour oui. Alors. Oui, ma question est très simple, puisque Jean-Pierre faisait référence justement à l'autre point, sur l'attribution, etc. Quel est le lien véritablement entre les deux? Quel autre point? Vous faisiez référence à un autre point dont on allait débattre sur la TOMI, et qui avait une incidence justement par rapport à ce recrutement aussi. C'était mieux connaître avoir la vision globale plutôt que faire au point par point les uns après les autres. Je pense que c'est plutôt avec l'externalisation que ça va avoir. Alors bon, les deux, mon capitaine, vu que je faisais surtout allusion au passage, effectivement, en externalisation, dont on doit décider tout à l'heure si on y va ou si on n'y va pas. Donc, selon l'alternative qui sera retenue, déjà, le fonctionnement du service, à terme, pourrait ou devrait en être modifié. Et le passage à la TOMI, c'est ce premier pas incontournable qui nous attend pour le mois de janvier, sur lequel la structuration du service doit être la plus revisitée, réorganisée. Et donc voilà pourquoi je disais simplement que les effets à moyen terme ne peuvent pas encore être complètement modifiés, d'où l'idée d'un contrat de projet qui, sur 2 ans, permettra de ne pas nous engager dans des voies qui, après un certain temps, compte tenu des effets de ces décisions à venir, pourraient se révéler vraiment appropriées à un tel niveau une fois qu'on aura réglé les premiers effets du passage à l'économie, qu'on aura vu les effets éventuels de rester en régie ou d'être en externalisation. Est-ce que c'est plus clair? J'avoue que j'ai peut-être pas été très clair. Si, mais c'est du coup d'avoir la vision globale, c'est-à-dire que si on doit statuer sur l'autre point, peut-être que ça permet aussi de statuer sur ce point-là, je ne sais pas. L'ordre du jour, c'est le président, donc moi je réponds. Honnêtement, les autres points, ils n'ont pas d'incidence sur ce point. De toute façon, vous connaissez les sujets, vous connaissez le sujet externalisation, vous connaissez le sujet TOMI. Donc, je veux dire, la charge de travail du service, elle est connue. L'évolution vers l'externalisation, elle est connue aussi. Donc, il n'y a pas de nouveauté à vrai dire, à révéler qui aurait un impact sur cette délibération. Évidemment, la délibération d'externalisation, elle aura une incidence sur l'activité du service et l'activité notamment de la personne qu'on va recruter. Néanmoins, on a un besoin urgent, je dis bien urgent, de modifier la responsabilité du service, modifier le management du service. On a des agents qui sont en souffrance et on a besoin vraiment de modifier ce service. Donc, qu'on passe en externalisation de la collecte ou pas, on doit prendre en compte cette situation, et donc ça n'a pas d'incidence sur le recrutement. Par contre, à terme, c'est pour ça qu'on est sur un recrutement qui n'est pas pérenne, en fonction de l'externalisation, et il y a aussi la TOMI, la mise en place de la TOMI qui va être un gros morceau pour le service, vraiment.
notamment en termes de communication et de relations avec les usagers. Donc ça, de toute façon, ça va nous demander un investissement humain important. Voilà. Merci. Merci Luc. D'autres interventions? Pas d'autres interventions. Donc, pour du coup, le recrutement d'un poste de contractuel au service environnement. Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, l'espace France Service, une modification de délibération qui nous est demandée par la préfecture. Simplement pour vous dire qu'on doit modifier la délibération par laquelle nous avions créé 2 postes d'agents pour France Service, tout simplement parce que nous n'avons pas encore la compétence France Service qui est restée à la commune pour que la commune puisse toucher les subventions pour faire les travaux dans le bâtiment qui accueillera France Service. Donc simplement, ce que je vous propose de faire, c'est de modifier cette délibération en recrutant des agents sur des missions d'accueil. Et ces agents pourront ensuite être affectés à France Service. Voilà, ça nous permet de lancer la procédure de recrutement, parce que sinon on sera en retard pour le lancement de France Service. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce sujet? Pas d'intervention. Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, instauration de la journée de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Alors ça, c'est une obligation légale qui n'était pas respectée par la communauté de communes, mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Cette journée, donc, c'est simplement 7 heures donc, de travail que doivent faire les agents de la communauté au titre de cette journée de solidarité. Cette journée elle peut être effectuée de 3 manières différentes: 30 minutes de travail supplémentaire sur 14 jours, ou 1 heure de travail supplémentaire sur 7 jours, ou l'utilisation de 7 heures supplémentaires, tout ça avec l'accord évidemment du supérieur hiérarchique. On a un avis favorable du comité technique, un avis favorable du bureau communautaire. Voilà. Simplement instaurer cette journée de solidarité qui est une obligation légale. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Des remarques? Pas d'intervention? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, les astreintes de sécurité pour le service voirie. Donc ça faisait un petit moment qu'on en parlait. Donc on a attendu d'avoir l'avis du comité technique pour pouvoir présenter la délibération et mettre en place ce régime d'astreinte. Donc pour rappel, c'est un agent d'astreinte chaque week-end, du vendredi soir au lundi matin, une astreinte qui est rémunérée à hauteur de 109,28 €, plus le paiement évidemment des heures d'intervention en pleine sortie. On a 8 agents qui sont susceptibles donc de réaliser ces astreintes en raison de la proximité de leur domicile avec évidemment le service, puisqu'il faut pouvoir sortir rapidement, leur polyvalence, leur permis, leur CACES. Voilà, donc on a 8 agents qui pourront faire ces astreintes. Et donc la semaine, c'est le responsable du service qui gère l'astreinte. On a un avis favorable du comité technique, donc un avis favorable du bureau. Jean-Marie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce point? Non, j'ai tout dit. Bon, je dis l'essentiel, on va dire. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Pas de questions? Pas d'intervention? Très bien, je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, la détermination des ratios promus-promouvables pour les avancements de grade. Donc, il appartient au conseil communautaire de fixer le ratio des promus-promouvables par grade. Donc, les ratios qui vous sont proposés, vous l'avez dans le dossier du conseil. Donc, 100% pour les adjoints administratifs territoriaux, 45% pour les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe et 50% pour les adjoints techniques territoriaux. Ces ratios, ils ne sont pas déterminés au hasard, ils sont évidemment le fruit d'une évaluation au cas par cas, et donc à regarder si les agents ont mérité tout simplement d'être promus parmi ceux qui sont promouvables, évidemment. Donc, on a pris en compte pas mal de choses, la civilité, l'application à polyvalence, sans qu'on ait vraiment de critères arrêtés.
mais ça nous a permis donc de faire un travail au plus proche des services pour déterminer les agents qui méritaient d'être promus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces ratios? Pas d'intervention sur ce sujet? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, donc on passe à l'environnement, et donc on a l'attribution du marché de prestation de services de collecte des déchets ménagers et assimilés. Jean-Pierre, est-ce que tu veux nous présenter la délibération? Oui, je veux bien. Avant de lire la délibération, je préfère faire une introduction qui sera assez rapide sur vous. Pourquoi cette délibération? Au terme d'un processus qui était une réflexion engagée depuis plusieurs mois, avec 3 objectifs principaux. Le premier, évidemment, c'est de voir si on pouvait faire une économie sur les coûts directs du fonctionnement de la collecte au regard de ce qu'elle nous coûte réellement chaque année et de ce qu'elle pourra nous coûter dans les années à venir. Donc le premier critère qui est financier. Le second qui est évidemment d'obtenir un maintien, à minima, un maintien de la qualité de service, et si possible, des améliorations. Donc le cahier des charges était assez détaillé pour consulter les entreprises. Et enfin, le troisième objectif, c'était évidemment de préserver le sort des personnels concernés. Je vous rappelle que nous avons 4 agents titulaires sur la collecte, 2 qui sont chauffeurs principalement, 1 qui est chauffeur polyvalent reaper et 1 reaper. Aujourd'hui, nous avons 4 agents titulaires pour 6 postes, si vous voulez, dans un rythme de fonctionnement. Donc, appel à des intérimaires ou des SPET à une époque, et il fallait sortir aussi de cette gymnastique un peu perverse qui fait que beaucoup de gens étaient sur le fil du rasoir avec des horaires variables et des contraintes de fonctionnement, je dirais, un peu aléatoires. Donc le troisième critère est, disons, un peu social. On a essayé de bâtir un cahier des charges qui réponde bien à ces différents objectifs. Bien entendu, se rajoute le contexte du futur, qui est le passage en TEOMI, où donc, je vous le rappelle, vous le savez, chaque bac sera comptabilisé sur l'année. Donc nous devons nous équiper de logiciels performants, logiciels sur les camions, et de l'autre côté, évidemment, logiciels de traitement après pour les facturations. Pour tout vous dire, dans le constat, si on reste en régie sur ces différents objectifs, il y a des coûts masqués, il y a des coûts mal identifiés, et il y a surtout à craindre une croissance des dépenses, alors que déjà on sait qu'on aura des charges qui vont s'alourdir au titre de la TGAP et de différents paramètres du secteur environnemental. Donc l'idée, c'est évidemment de matcher complètement nos coûts pour ne pas subir dans les années qui viennent des augmentations supplémentaires, sachant qu'il y en aura de toute façon. Donc aujourd'hui, on a le résultat d'un appel d'offres. Cet été, donc, le service comptabilité a fait publier l'appel. Différentes marques d'intérêt de différents opérateurs. 2 opérateurs d'envergure nationale ou régionale sont allés jusqu'au bout. Nous avons examiné leurs propositions. La commission d'appel d'offres s'est réunie pour examiner les réponses. Nous avons considéré que sur certains aspects, des éclaircissements complémentaires étaient nécessaires, sachant que sur le seul critère prix qui compte pour 60%, il y avait déjà un écart assez significatif entre les deux candidats. Mais pour être certain que le moins 10 ans serait aussi bien 10 ans que son concurrent, nous les avons reçus. Nous avons examiné avec eux indépendamment les uns des autres, bien entendu. Nous avons reçu séparément. Nous leur avons posé un ensemble de questions identiques pour s'assurer de leur capacité à répondre à tous les paramètres nécessaires à une qualité de choix la plus exigeante possible. Et donc ensuite, la commission d'appel d'offres s'est réunie une deuxième fois, examiner l'ensemble des réponses, et chaque soumissionnaire
a été noté en fonction des différents critères qui avaient été validés avec le cabinet de conseil qui nous assiste dans cette démarche et qui nous assistera surtout après aussi sur les prochaines étapes. Donc aujourd'hui, nous avons tous les éléments pour faire un choix. Bien entendu, on répondra à vos questions avant de passer au vote, j'imagine. Mais donc la délibération, si vous voulez, je peux le lire. Encore que c'est toujours un peu fastidieux, mais bon. Il s'agit donc d'attribuer un marché de prestation de services de collecte des déchets ménagers et assimilés. L'appel d'offres a été lancé sur la plateforme www.marchépublic.com le 12 juillet pour les prestations suivantes. Lot numéro 1, collecte en porte-à-porte des ordures ménagères résiduelles. Pour contenir résiduelles, c'est des 7 mois. Une fois que les gens ont un peu trié avant de tout mettre dans le noir. C'est pour ça qu'on est résiduel. Mais enfin, c'est des ordures ménagères et les recyclables secs hors verre. Ça c'est porté sur la collecte donc, de cet ensemble. Le lot numéro 2 lui porte sur la collecte en point d'apport volontaire d'ordures ménagères et de recyclables hors verre dans les centres-bourgs et habitats collectifs, ce qui est une option pour l'apport volontaire en colonne semi-enterrée ou enterrée. Vous vous souvenez qu'on a décidé, sur le principe en tout cas, d'étudier jusqu'au bout la possibilité d'avoir des colonnes semi-enterrées ou enterrées sur le bourg-centre de Miramont et sur les bourgs-centres de Allemance, Sauvetal, Lausanne, éventuellement. À ce stade, disons que 90% de la collecte se fera en bac individuel et 10% faisant simple. Un simple, 10% se ferait à travers ces colonnes. Donc ça, c'est une option qui maintenant on va quantifier dans le détail, pour savoir combien de foyers seront concernés dans les différents bourgs où on mettrait des colonnes. Mais dans l'ordre de grandeur, on pouvait passer le marché en sachant que la prestation pourrait être assurée et que les coûts pourraient être tenus. Et nos interlocuteurs, d'ailleurs, ont considéré que les conditions étaient suffisamment claires pour qu'ils puissent s'engager sur les tarifs que ça va représenter à terme. Donc la date limite de réception des offres était le 3 septembre. 2 offres ont été reçues, celle de Suez, le groupe Suez, et celle de Nicolet. La commission d'appel d'offres s'est réunie à 2 reprises, comme je vous l'ai dit, le 10 septembre pour ouvrir les 2 offres reçues, le 19 octobre pour prendre une décision suite à l'analyse des offres effectuées par et avec le bureau d'études JBD et par les élus aussi. Donc le début d'exécution de la prestation est fixé au 1er juillet 2022. C'est-à-dire que la décision qu'on prend ce soir fera qu'au 1er juillet, où il y aura eu l'externalisation, si l'année était décidée ici, et c'est donc un opérateur extérieur qui assurera la collecte au 1er juillet. Si tel n'est pas le cas, si on n'a pas retenu, on continuera bien sûr en régie au-delà du 1er juillet. Ceci pour une durée de 5 ans. Donc la Commission propose de retenir l'offre de la société Nicolin pour le lot numéro 1 et le lot numéro 2, dont le montant global est estimé à 401 312,59 € hors taxes par an. 5300... attendez, je me perds. Pardon ? Oui, le 5 € par an, sachant que donc on passe ce marché, on l'a dit pour la durée exacte. Excusez-moi. Ouais, pour une durée de 5 ans. Bon, on l'a bien dit, donc tout va bien. Vous avez donc les chiffres. Je peux vous dire ce que j'ai déjà dit, c'est que bon, les critères sont clairement identifiés et que l'entreprise répond, enfin l'entreprise qu'on vous propose de retenir répondra parfaitement à tous les critères économiques et sociaux. Et nous envisagerons avec le personnel les conditions évidemment de leur passage de la régie à l'entreprise qui a prévu évidemment de les intégrer. Sachant que ceci, sur une durée de 5 ans, au bout de 5 ans, si on revient en arrière, le personnel revient à la communauté de communes. Voilà, je crois que pour tout vous dire, alors je continue puisque la délibération intègre tout. Je pensais qu'on allait passer d'abord aux questions, au cas où vous en auriez. Donc la société, nous l'avons challengée
vraiment à fond, et on s'est permis de prendre la tâche d'autres communautés de communes sur lesquelles interviennent la société Nicolin pour s'assurer qu'ils en soient satisfaits. Donc par exemple, l'île d'Oléron est collectée par Nicolin depuis 7 ans, je crois, et le marché a été renouvelé l'année dernière. Voilà, ils se sont très satisfaits. Et de la preuve, ils ont renouvelé le marché. L'île d'Oléron, c'est 20 000 habitants. Je ne me trompe pas, oui, 20 000 habitants et 60 000, 80 000 l'été. Voilà. Donc, dans son offre, l'entreprise a intégré la généralisation du porte-à-porte, comme je vous l'ai dit, grâce à la géolocalisation, la collecte en centre-bourg, Cologne-Borne, avec tambour, et elle aménagera un local sur le territoire pour faciliter les embauches avec des distances de domicile et de lieu de travail raisonnables. Il faut savoir que le local que nous utilisons actuellement ne répond pas à quelques normes essentielles et que la société Nicolin n'envisage pas de conserver ce local, mais de mettre sur pied une antenne sur le territoire de la CCPL. Bon, les différents aspects plus qualitatifs, donc pour une bonne gestion, la collectivité sera informée de toutes les anomalies de collecte ou de conformité des bacs et elle assurera les petites réparations. Alors attention, comprenons-nous bien, dans le cahier des charges, il n'était pas établi qu'on exigeait les petites réparations. Donc quand on dit les petites réparations qu'ils assureront, c'est quand il y a un bac, un couvercle trop abîmé, des roues cassées. Bon, ils auront dans le camion de quoi réparer sur place, mais ça ne soulagera quand même pas complètement la collectivité d'un entretien général des bacs. Ça, c'était hors marché. Enfin, bon, ils sont de bonne volonté, comme toujours dans une négociation, mais enfin, on s'est assuré de leur capacité à bien répondre à tout ça. Voilà, j'arrive au terme de la présentation de cette délibération. Donc, Émilien, si tu souhaites que le débat s'engage, merci. Pour répondre. Merci Jean-Pierre pour cet exposé très complet. Est-ce que vous avez des questions? Bernard. Oui. Au niveau des chauffeurs, donc apparemment la société Nicolin s'engage à prendre les quatre chauffeurs, donc de prendre leur salaire. Et au niveau des rippers, parce que tout à l'heure on t'a dit qu'à un moment donné il y avait 6 personnes qui travaillaient. Est-ce que les 4 ça sera suffisant pour faire toutes les tournées et dans le cas où il y aura un malade ou quelque chose comme ça, comment ça va se passer? C'est tout simple, Bernard. Ils s'engagent à reprendre le personnel titulaire, ce qui ne veut pas dire que ça leur suffira. Mais ça devient un problème de la société Nicolin. Et dans leur offre, j'imagine bien qu'ils n'ont pas limité leurs coûts salariaux à 4 postes, parce qu'à 4, ce n'est pas possible. 5 paraît être la limite également, la limite inférieure. Est-ce que c'est 5,5? Est-ce que c'est suivant l'organisation Nicolin? Je ne peux pas répondre. Mais à la limite, ce ne sera plus du tout notre problème, puisque Nicolin a une base à Marmande et vient de prendre d'autres marchés, et donc aura probablement une solution pour ces remplacements dans le cadre de l'ensemble des sites sur lesquels ils sont appelés à travailler. Je pense aux chauffeurs, surtout, pas trop les rides. Très bien, merci. Oui, après, la discussion va commencer. Aujourd'hui, c'est une situation de principe. Après, c'est la société Nicolin qui présentera les conditions dans lesquelles elle organise. Je n'ai pas pensé à vous le dire, elle organisera le travail, mais selon les mêmes horaires que ceux que nous connaissons ici depuis ces dernières années en tout cas. Donc les collectes ne seront pas modifiées par Nicolin, les collectes du lundi matin. Alors bon, justement, mais les collectes se feront de toute façon tôt le matin et finiront quand la prestation doit être terminée chaque jour, si je me fais bien comprendre. Voilà. D'autres questions? Pas d'autres interventions sur ce sujet? Je vais faire un rajout, pardon, Oui, Jean-Pierre. Pour que vous le sachiez, l'idée c'était, comme j'ai dit, qu'à minima,
on ait les mêmes qualités de service et les mêmes niveaux d'exigence avec, au service de nos usagers, de nos administrés. Donc tout ça est bien bordé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on aurait du mal à bien le border à l'avenir, avec une augmentation de notre ramassage en porte-à-porte, avec toutes les contraintes que fait peser cette organisation de travail sur le reste du service. Là, on parle que des 4 titulaires, mais le travail d'organisation de cette collecte, elle rejaillit sur les titulaires du service environnement. D'où ce que je disais tout à l'heure, les effets de l'externalisation, on pourra les mesurer à la fin de l'année prochaine, après le semestre d'externalisation. Aujourd'hui, ce que l'on sait à peu près, encore pour le moment, on ne sait pas tout bien chiffrer, ce que l'on sait à peu près, c'est chiffrer ce que ça nous coûte en direct et évaluer ce que ça nous coûte indirectement, c'est-à-dire le temps de travail qui est dédié à l'encadrement de cette prestation de collecte. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Et enfin, il y a la mise à niveau qui sera faite au profit du personnel, parce qu'aujourd'hui, on est limite, on peut se le dire, on est limite. Il faudrait mettre plus de formation, plus d'accompagnement RH, qu'on ne sait le faire, qu'on ne peut le faire ou qu'on a pu le faire jusqu'à maintenant. En revanche, si ça se projette sur la suite, ce sera de plus en plus exigeant. Les normes sont importantes en termes de formation et en termes de sécurité. Donc on aurait des coûts qui, comme je disais tout à l'heure, iraient encore en ne baissant pas, ça c'est sûr. Et enfin, vous le savez, qui dit prestation extérieure, dit entretien des camions et achat des camions quand il faut les acheter aux conditions de l'exploitant, mais non pas aux frais de la CCPL. Voilà, cette fois-ci, je crois que j'ai à peu près tout dit. Merci Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a à nouveau des questions sur ce sujet? Il faut ajouter aussi que cette externalisation, elle nous évite de faire un investissement lourd dans le matériel aussi, avec l'achat de 2 camions benne à ordures qui nous coûtaient normalement 8 millions d'euros. Donc ça, c'est vrai que ça ne pèsera pas aussi sur les finances de la collectivité. S'il n'y a pas d'intervention, il y aurait aussi le problème qui se poserait au niveau des camions s'il y a des colonnes enterrées. Oui, c'est une bonne remarque. Il faut un camion spécifique avec un bras de levage. Ça, c'est chiffré. Nicolas a fait son affaire. C'est chiffré aux conditions de tarif que l'on a sur le lot, sur les lots concernés. Donc nous, on ne serait pas équipés pour assurer facilement l'enlèvement des ordures ménagères en colonne. Très juste comme remarque, effectivement. Oui, c'était bien. Ça fait partie de ce que j'avais oublié. Bravo Bernard. Pas d'autres interventions? Oui. C'est possible d'avoir les chiffres? Quel chiffre? De nous les envoyer par mail. Mais le chiffre, vous avez la délibération. Vous avez dans le dossier de préparation. C'est là que j'ai eu peur de m'être trompé dans la lecture des chiffres, quand il y a eu le 50 trop, mais vous l'avez dans la délibération. Après, vous avez des éléments dans votre dossier aussi. Et puis, si tu veux d'autres éléments, évidemment, on pourra te les fournir sans problème. Oui, j'ai promis à quelqu'un de lui envoyer la formule de révision des tarifs, parce qu'elle est d'une complexité folle. Donc, on va la faire partager. Les tarifs seront révisés annuellement. Autrement dit, en année 1, c'est le chiffre qu'on vous annonce. En année 2, il y aura une révision en fonction du coût des carburants, de différents paramètres qui sont extrêmement bien précis. D'autres interventions? Pas d'autres interventions sur ce sujet. Dans ce cas, on va passer au vote sur cette délibération qui est quand même importante. Il faut quand même le souligner. Donc, sur l'externalisation du marché de collecte, de la collecte et l'attribution du marché donc, à l'entreprise Nicolin. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, le lancement du marché de fourniture de bacs de pré-collecte, bornes et colonnes. Sur ce sujet, Jean-Pierre, je te laisse continuer. C'est le marathon. Là, on est obligé de prendre les deux délibérations suivantes là, pour préparer donc, le passage en théorie. Donc là, il s'agit de prendre une délibération pour le marché de bacs
Alors on dit pré-collecte, c'est évidemment en vue de la collecte, pour ça qu'on dit pré-collecte, c'est pour pouvoir, quand ça va être le moment, commander les bacs nécessaires et également les colonnes enterrées ou semi-enterrées. Donc on vous demande de prendre une délibération qui nous permette de préparer le dossier et après on vous fera passer les éléments de finalisation qui permettront de fixer les dépenses réelles et le type de dotation. La question a été posée la dernière fois par Guillaume Touliquin. Évidemment, à travers cette nouvelle étape, on va reconfigurer la dotation de bac dans les foyers. Parce qu'on va identifier l'ensemble des foyers en termes de personnes et en termes de volumétrie à atteindre sur les volumes de colonnes à retenir avec un passage tous les 15 jours. Vous le savez, à terme, on ne collectera qu'une semaine sur 2. Donc il ne faut pas se tromper sur le dimensionnement de nos colonnes. Donc ce sera intégré, évidemment, dans le travail qui démarre une fois qu'on aura pu, grâce à ces délibes, engager les démarches nécessaires. Voilà, je n'ai pas besoin de détailler spécialement. Hein. Vous savez aussi qu'on passera à une extension des consignes de tri. Donc à partir du 1er juillet l'année prochaine, on essaie de tout faire coïncider, on aura dans nos bacs jaunes plus de recyclables. Parce qu'aujourd'hui, on en met quand même une partie. Et donc on pourra en faire traiter davantage. En attendant qu'on ait un centre départemental capable de bien trier les déchets, il faut quand même que nous on démarre. Comme l'a fait d'ailleurs VGA, vous le savez. Donc l'idée c'est de tout faire coïncider au 1er juillet sur l'extension des consignes de tri. En gros, c'est évalué à plus 20% de quantité à enlever dans les bacs jaunes. C'est-à-dire que les foyers en moyenne mettent 20% de plus une fois qu'on a de l'extension de consignes de tri. Donc ça fait autant de moins dans le sac noir. Hein, puisque notamment la plupart des plastiques passent directement dans le sac noir. Voilà, donc l'idée c'est que nous passons grâce à ces délibérations, nous passons les demandes techniques que ça réclame à partir de la semaine prochaine en publiant les appels d'offres nécessaires. Alors, évidemment, tout ça est calé avec le fameux cabinet pour lequel vous avez voté en début d'exercice des sommes qu'on a réussi à faire légèrement abaisser sur la prestation. Je ne vois pas grand-chose de plus à rajouter, sauf la question, évidemment. Merci Jean-Pierre. Des questions sur cette délibération? Il s'agit simplement de l'équipement en bac et colonnes. S'il n'y a pas d'intervention, je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, le lancement du marché d'enquête de dotation et de sensibilisation auprès des producteurs de déchets. Alors ça, c'est ce qui concerne le gros morceau pour préparer le passage à la théorie. Il faut constituer le fichier. Alors, évidemment, faire un fichier de tous les ménages de la communauté commune, c'est pas très très compliqué. Sauf que là, comme je viens de vous le dire, il faut bien identifier combien de personnes par foyer. Et il faut créer les éléments nécessaires à produire après la facturation pour que la TOMI soit appelée par le trésor public. Donc là, il ne se passera rien de concret pour les usagers avant 2 ans, 2 ans et demi. Mais toute la mécanique va commencer à partir de janvier pour constituer les bases de données, choisir le logiciel adapté et après, grâce à l'enquête, avoir toutes les données nécessaires aux facturations à venir. Dans le cadre de l'enquête, on va traiter avec une société qui va réaliser l'enquête en envoyant des enquêteurs sur le terrain. On vous tiendra au courant pour que le lien se fasse au niveau communal. Vous sachiez qui intervient, quand, et si les gens ne répondent pas aux questions, c'est-à-dire s'il n'y a jamais personne qui répond quand on sonne, on se retournera aussi vers vous pour cibler les publics les plus difficiles à enquêter. Donc là, on n'est que sur les préalables techniques. Pour la phase opérationnelle, il faut attendre le printemps prochain au mieux. Et à partir du printemps prochain, on va commencer à se rapprocher de la vision de terrain. C'est très lourd, je préfère vous prévenir, tout ça est très lourd, ça va durer longtemps, mais c'est incontournable. Il faut qu'on réussisse.
Merci Jean-Pierre. Des questions sur cette délibération, sur le lancement de ce marché, qui était comme les autres évidemment inscrit au budget primitif. Comme tu l'as demandé tout à l'heure, vous avez bien les sommes correspondantes qui sont des sommes évaluées. Après, on essaiera évidemment de se tenir au plus près possible de l'enveloppe chaque fois qu'on pourra la faire baisser. Des interventions? Pas de questions, pas de remarques? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dernier point environnement, Jean-Pierre, et après tu auras fini ton marathon. C'est le lancement du marché de mise à disposition d'une solution de suivi de collecte, de facturation de la TEMI. En fait, je vous ai tout vendu en un seul morceau. Là, il y en a pour... il faut les consulter, d'accord. Donc, il y en a pour 10 000 €. Je ne me suis pas trompé. C'est le logiciel de gestion de la TEMI. C'est le logiciel. Pour pouvoir facturer les usagers. Logiciel qui devra être parfaitement compatible avec celui donc, de l'entreprise Nikon, on va le dire maintenant, qui est un logiciel qui est identifié, qui s'appelle Simplicity, et qui est, comme son nom l'indique, assez simple et semble-t-il assez efficace. Donc ça fait partie des choses qu'on n'aura pas à dépenser. C'est comme pour les 2 camions neufs, il aurait fallu qu'en plus on les fasse équiper d'un logiciel. Le logiciel est long, donc c'est intégré déjà à la prestation. Par contre, nous, il nous faut l'autre logiciel. Des questions sur ce sujet? Pas de questions? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Jean-Pierre pour la présentation de ces 4 délibérations. Allez, merci. Merci de votre unanimité, parce que c'est plus compliqué après d'aller expliquer et de justifier des choix si on n'est pas, sinon à l'unanimité, mais si on n'est pas une large majorité. Donc c'est une décision qui a été longue à préparer, qui est assez lourde à conduire, et on verra maintenant les personnels pour bien expliquer les choses. Et l'entreprise Nicolas viendra se présenter pour que le meilleur dialogue possible s'instaure. Voilà, j'ai fini. Merci à toi et merci à nos agents pour ce long travail sur notamment la délibération concernant l'externalisation de la collecte. C'est un beau travail qui a été fait. Je passe donc au point suivant, information sur PVD ORT. Donc on devait prendre une délibération pour l'adoption du plan de financement de l'étude stratégique relative à la mise en place de l'ORT. On ne va pas pouvoir délibérer tout simplement parce qu'on n'a pas tous les éléments financiers exacts. Contrairement à ce qu'on pensait en bureau, il nous manque encore un chiffre qui n'est pas définitif. Donc, je reviens rapidement sur ce sujet. Donc, nous devons lancer le mois prochain une étude stratégique qui est nécessaire pour la mise en place de l'ORT. Ce sera une étude qui est évaluée sur 9 mois à peu près, avec 3 phases, un diagnostic territorial, une stratégie territoriale, et puis la dernière phase, ce sera le plan d'action de l'ORT. Les 2 premières phases, elles concerneront toutes les communes de la communauté de communes. Voilà. Seule la dernière phase concernera les communes qui seront dans l'ORT. Le coût prévisionnel de cette étude, il est de 65 190 € TTC, c'est à peu près ce que nous avions prévu. Et donc nous avons conventionné avec le département pour nous accompagner et nous financer aussi cette étude. Le département portera l'étude qui sera réalisée par la SEM 47 et le bureau d'études 7, SCED. Le financement de cette étude, donc on a évidemment évoqué tous ces sujets, travaillé ces sujets en comité de pilotage. Le financement de l'étude, donc nous pourrions aller chercher 12 500 € du département, 23 000 € de la Banque des Territoires, et donc il resterait à notre charge 29 690 €. Le montant exact de la participation de la Banque des Territoires n'est pas encore connu. Le montant qu'on vous a annoncé en bureau n'est finalement pas définitif, et donc on attend de connaître ce montant définitif pour présenter cette délibération. La participation de la Banque des Territoires, elle est de 50%, mais uniquement pour le territoire de la commune qui est déterminée Petite Ville de Demain, c'est-à-dire Mireland-Guyenne.
Par ailleurs, il y a une assiette de dépenses aussi qui est prise en compte, ce qui veut dire que la participation à la Banque des territoires, elle n'est pas de 50% du montant total de l'étude. Et donc, on n'a pas ce chiffre exact. J'ai à peu près dit l'essentiel, c'est ça? Très bien. Donc, ce que je vous propose, c'est de retirer cette délibération et donc de vous la représenter le mois prochain avec le montant exact de la participation de la Banque des territoires. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ou des remarques? S'il n'y a pas de questions, donc je vous propose de retirer cette délibération. On passe aux finances avec plusieurs délibérations à prendre. Nous avons d'abord une délibération à prendre pour accorder un fonds de concours à la commune de La Sauvetat-du-Drô pour la réfection de l'éclairage d'un de ces stades. Donc, Claudine, est-ce que tu veux présenter peut-être la délibération? Oui, donc le fonds de concours est passé en commission de finances qui a donné son accord, et également au niveau du sport qui avait donné un avis favorable. Nous avions déjà parlé des fonds de concours aux équipements sportifs. Donc le plan de financement de l'opération, donc coût hors taxe 32 148,12, montant à la charge de la commune de La Sauvetat-du-Drô, 60% du coût hors taxe, c'est-à-dire 19 288,87. Territoire d'énergie, bien sûr, aidant, vous le savez, pour ce genre d'opération, pour 12 859,24 €. Et le fonds de concours de la communauté de communes qui est sollicité est égal à 50% du coût à la charge de la commune, ce que l'on avait mis dans le règlement des fonds de concours, pour 9 644,35 €. Avec un avis favorable des commissions sport et finances. Ah pardon, je n'ai pas été attentif. Donc c'est le vote. C'est le vote. Des questions sur cette attribution de fonds de concours? Jérôme. Juste, c'est quoi comme travaux qui vont être effectués en fait? On change que les ampoules, on change les poteaux? Jean-Luc, tu veux peut-être répondre? C'est la réfection intégrale, les mâts, les projecteurs et la ligne intégrale, tout, entièrement tout. Voilà. C'est un éclairage qui avait 50 ans, donc il était carrément obsolète. Mais on passe maintenant avec des éclairages LED qui sont déjà moins énergivores que ce qu'il y avait actuellement. Merci, Jeanne. Il faut ajouter qu'à partir d'une certaine obsolescence aussi, les artisans refusent ou les entreprises refusent d'intervenir aussi sur nos éclairages publics. Donc parfois, on est obligé. Et puis les éléments ne se fabriquent plus, donc c'est vrai qu'on est parfois obligé de faire ces investissements lourds. Pas d'autres questions? Jean-Pierre. Je voulais ajouter une remarque, c'est le rôle de TE47 dans cette affaire. Vous savez que je vous y représente au titre de la CCPL, mais Territoire d'énergie, c'est vraiment un outil et un accompagnement à la fois en ingénierie et en technique qui est vraiment de qualité. Donc c'est bien que Territoire d'énergie apporte 40% et je tenais à le souligner. Oui, Jean-Marie me fait remarquer que Territoire d'énergie intervient au profit des communes, mais pas au profit des communautés de communes. Puisqu'effectivement, les communautés ne sont pas membres en fait, de Territoire d'énergie, contrairement au 47 par exemple. Donc on ne peut pas les solliciter sur les terrains communautaires. Est-ce que je comprends? On peut le faire sur les terrains communaux. D'accord. Merci pour la précision. D'autres interventions sur cette délibération? S'il n'y a pas d'intervention, donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante d'attribution du marché matériel voirie. Alors là, je vais passer la parole à Jean-Marc. Tu peux. Non, simplement le marché matériel voirie. Donc, nous avons eu les offres du marché de matériel voirie et il s'est avéré qu'on avait 2 tracteurs épareuses, 2 épareuses et une rotofaucheuse.
Donc, il n'y a que 2 entreprises qui ont répondu pour tous les lots. Il s'agit de l'entreprise Tonon de Lausanne et de Classe de Cancon. Les autres ont répondu indépendamment. Massey Ferguson a répondu que pour le tracteur, Chambon a répondu que pour les épareuses et Noremat aussi. Donc, question de prix, parce que je sais que vous aimez un peu les chiffres, nous avions 320 000 € d'ouvert. La commission d'appel d'offres a retenu, non pas parce que c'était les moins de 10 ans, mais qu'aussi en valeur technique et en service après-vente, ils étaient les meilleurs. L'entreprise Tonon qui est pour la totalité à 308 000 €. Il faut savoir que le deuxième prix pour le complet et l'entreprise Classe de Cancon était à 325 000 €. Donc voilà pour ce qui est des prix. Alors l'appel d'offres c'était 30% le prix, 60% la valeur technique et 10% les services après-vente. Il s'avère que la commission du matériel de la communauté de communes et l'appel d'offres se sont réunis et elles ont attribué l'ensemble des lots à l'entreprise Tonon qui était la moins disante. Voilà. Donc, est-ce que vous avez... Alors, pour vous donner un peu des prix, c'est sur 80 000 € un tracteur. Donc, il y en a 2, ça fait 160 000 € hors taxe. C'est 42 000 une épareuse et c'est 12... Ça multiplié par 2 et c'est 12 800 la rotofaucheuse. Et il faut savoir que se rajoute la TVA, laquelle on la récupère l'année d'après, minorée, mais qu'on la récupère quand même. Voilà. Donc nous avions 320 000 € d'ouvert, nous sommes à 308 000 et des poussières, je me trompe peut-être, Sophie dit 308 160. Voilà. Donc voilà, moi je vous propose de retenir l'entreprise de Tonon pour l'ensemble du marché. Est-ce qu'il y a des questions? Il avait été question lors du bureau l'autre jour au niveau des proies, de mettre des proies. Or, le coût total était de 2 600 €. Non, le coût total était de 1 500 € par tracteur. Oui, alors ça fait 3 000. Ça fait 3 000, voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas, comment vous expliquer, on ne peut pas négocier quand c'est un marché. Hein, c'est un marché. Je ne vais pas aller chez Tonon lui demander avant l'attribution de me faire une remise. Ça ne se fait pas. Autrement, il faut que j'aille chez Classe lui demander de me faire la même réduction pour autre chose. Donc, si vous voulez, ça fera partie des négociations après, mais les autres, il faut savoir qu'ils n'avaient pas prévu les masses, aucun. Donc, Tonon les a mis en option. On les prend, on ne les prend pas. Après, les pneus étaient gonflés à l'eau. Voilà. Non, mais on ne peut pas. C'est un appel d'offres. Donc, on ne peut pas négocier comme ça. Voilà. Donc, ça fera partie certainement des choses à voir lorsqu'on lancera le marché, quoi, ou quand on fera la commande. Par contre, ce que je veux dire, je vais mettre la pression au secrétaire, mais il faut commander avant le 30 octobre. Le message est passé. Merci. Non, mais c'est vrai qu'on a des questions de délai. Non, mais ce n'est pas une question de délai. Ils nous ont fait une offre qui est valable jusqu'au 30 octobre, et ils nous ont dit, pour les avoir rencontrés, que ce soit les uns ou les autres, que les prix allaient augmenter, et ils ne sont pas en train de baisser. Donc il faut aller très rapidement. Alors Marty, le 30, c'est pas possible, parce qu'il y a le délai de 10 ou 11 jours. Non, mais il y a le délai de rétractation, bien sûr, on est bien d'accord, mais quand même on peut faire une précommande et qu'on validera après. Voilà, parce que si vous voulez, je pense que pour la délibération qui doit partir à la perception, elle revient par la perception à la préfecture, elle revient à l'instantané. À partir du moment qu'on a ça, on fait une précommande de tracteur pour qu'il les bloque. Voilà. Bon, ça c'est de la cuisine interne, on va se débrouiller. Néanmoins, on doit délibérer, c'est la chose principale ce soir. Oui, Jérôme.
Juste Jean-Marie, les vieux tracteurs vont être repris ou on fait un musée avec ou... Alors, bonne question. Non, les vieux tracteurs, on n'a pas prévu de les reprendre. Parce que franchement, tout le monde va nous les reprendre, il va nous les estimer, comme tout l'ensemble des... Mais si vous voulez, c'est des tracteurs qui ne vont pas rester. S'ils les reprennent, c'est pour les faire partir en Roumanie ou dans des pays de l'Est, ou comme ça. Voilà. C'est des tracteurs qui sont estimés d'une valeur autour de 15 000 € chacun. Donc, voilà. Une fois, on va les laisser finir leur campagne, c'est-à-dire que, parce qu'il faut savoir que le délai de livraison est de minimum 6 mois. Donc, on va finir la campagne 2021, et j'ai bien peur qu'on commence un petit peu la campagne 2022. Pardon ? Parce que, si vous voulez, il y a des problèmes, vous êtes tous au courant qu'il y a des problèmes de matériel, de composants, électroniques et tout. Et si vous voulez, ils sont mis devant le fait accompli. On a 14 semaines de délai pour livraison des épareuses, mais il n'y en a aucun des concessionnaires qui nous a mis une date de livraison des tracteurs. Ils nous ont compté entre 6 et 8 mois, tous. Mais ils n'ont pas... Voilà, parce que si vous voulez, ils sont comme tout l'ensemble du monde entier entre l'acier, voilà, ils sont pris, les commandes stagnent aussi. Donc il faudra garder les tracteurs en attendant de recevoir les nouveaux, ça c'est voilà, logique. Mais par contre, c'est des tracteurs, une fois qu'on les aura reçus, les tracteurs, on pourra les revendre. Ah ben, bien sûr qu'on pourra les commercialiser. Bien sûr qu'on pourra les commercialiser. On les fera estimer à ce moment-là par les entreprises, puisqu'on ne leur demandera pas de les reprendre. Ils nous feront une estimation, et à ce moment-là, on les vendra à des entrepreneurs locaux, à des agriculteurs qui cherchent à vouloir acquérir ce genre de matériel pour faucher de plus en plus leur bordure de haies et entretenir les plantations. Merci Jean-Marie. Ça te va comme réponse, Jean? Non? Mais au moins, on aurait pu demander comme il les reprenait. Si, tu peux demander comme ils les reprennent, mais ils vont te donner un prix maintenant. Ils ne vont pas te donner un prix quand le tracteur aura tourné 300 heures de plus, avec une casse peut-être supplémentaire et tout. Tu comprends ce que je veux te dire? Voilà. Et c'est très difficile d'avoir. Personne, ils ont tous estimé à la même valeur. Il y en a une qui vaut 14 600 € et l'autre 15 800. Mais bon, moi je dis autour de 15 000 €. J'espère que d'ici 6 mois, on les vendra le même prix. Voilà. Merci Jean-Marie. Merci Jean-Marie. D'autres questions sur ce marché? Pas d'autres questions, pas d'autres remarques? Très bien, je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, donc la nouvelle convention et le CDG. Oui, Claudine, tu veux ajouter quelque chose? De l'autre côté, je voulais juste rajouter ce dont on avait parlé au sujet de l'extension de garantie, mais plutôt prendre une assurance bris de machines, matériel. Donc, pour dire qu'on proposera, enfin, on demandera à notre assureur de nous faire une estimation de ça. Voilà. C'était pour informer ça, et puis pour informer sur le fait que c'est un achat qui se fera par emprunt, ce qu'on avait déjà dit lors du budget. Donc on avait dit sur 7 ans, et par contre, pour le moment où on ferait l'emprunt, il faut le faire le plus tard possible. Donc la livraison, elle sera différente pour les tracteurs et pour le reste. Alors, ce que je pense, moi, ce qu'il faut faire, il faut commander les tracteurs dans un premier temps, et vu le délai qu'on a pour les épareuses, que tout arrive en même temps, qu'on paye tout en même temps, et que notre amortissement se fasse sur 7 ans, puisqu'elles vont commencer ensemble les machines. Ça ne sert à rien d'avancer de l'argent, de payer des épareuses qui vont attendre 3 ou 4 mois dans le garage avant d'être montées sur un tracteur. Voilà ce que je pense. Après ça, c'est de la
c'est à voir avec les établissements autonomes et tout ça. Très bien, merci Jean-Marie. On peut passer au point suivant, Claudine, donc sur la nouvelle convention CDG 47. Je l'ai fait voter. Oui. Dans le point suivant, c'est l'instauration d'un permis de stationner et d'une redevance pour commerce de restauration ambulant sur la ZAC de Rébéqué. Lors du bureau, nous avons on propose d'instituer un permis de stationner sur la ZAC de Rébéqué pour accueillir donc, ces commerces ambulants. Et il a été proposé une redevance de 10 € par mois pour un stationnement une fois par semaine. Voilà, c'était simplement la mise en place d'une redevance pour l'installation de commerces ambulants en zone de Rébéqué. C'est plutôt symbolique comme montant, mais il n'y a pas de branchement électrique qui va avec aussi, c'est pour ça. Et donc, il est rappelé quand même que l'utilisation de l'espace public est soumise à autorisation et éventuellement paiement de redevance auprès de la collectivité. Évidemment, je me suis trompé dans l'annonce de la délibération, c'est bien le permis de stationnement et la redevance. Oui. Des questions sur ce sujet? Pas de questions? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Cette fois, le point suivant, c'est la nouvelle convention avec le CDG 47. Voilà, la nouvelle convention avec le CDG 47, c'est l'option Mon Environnement. Vous avez tous dans vos communes, c'est InfoGéo 47, donc change de formule. Le CDG donc, propose cette nouvelle convention. Vous devez vous en servir, vos secrétaires s'en servent essentiellement pour regarder le cadastre et lorsqu'il y a des demandes de permis au niveau de l'urbanisme. Donc voilà, on propose de payer pour les communes. Je suis en train de chercher le montant, c'est-à-dire la communauté et ses 20 communes, ce serait 230 € multipliés par 20 communes, 4 600 €. À savoir que auparavant, il y avait bien sûr, la communauté payait déjà pour ces 20 communes, mais elle payait également pour l'option cimetière pour 6 communes. Et là, le bureau avait décidé de ne pas prolonger l'option cimetière qui paraît plus de la compétence des communes que de la communauté. Et il n'y avait que 6 communes, effectivement, qui utilisaient. Puisqu'il n'y avait que 6 communes, certainement, qui avaient demandé au CDG de s'occuper du cimetière. Les autres communes n'ont rien. Et toutes les 6 n'étaient pas au courant, d'ailleurs. Non, non, mais personnellement, sur Moustier, quand nous avons demandé pour le cimetière, on nous a dit c'est gratuit. Bon, très bien si c'est gratuit. À part tout ce qu'on a fait, tout ce qui a été fait, a été payé au niveau des formations, etc. Mais l'adhésion, on nous a dit c'est gratuit. Forcément, c'était inclus dedans. Mais c'est quelque chose qui datait de 2016 ou 2013 au niveau de la communauté. D'accord. Très bien. Merci Claudine. Des questions sur ce sujet? Il faut autoriser le président à signer la convention. Voilà. Pas de questions, pas d'intervention. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, donc, la délibération pour l'expérimentation du passage à la nomenclature M57. Un sujet, évidemment... Un sujet très technique. Très technique. Donc, je te laisse aborder. Voilà, nous devons passer à la nomenclature M57, nous sommes en M14, tout ça c'est essentiellement les comptables qui vont s'en servir, donc c'est au 1er janvier 2024, mais nous vous proposons de faire l'expérimentation au niveau de la communauté à partir du 1er janvier 2022, puisque le trésorier, c'est sa dernière année, donc il s'en va au 1er janvier 2023. Ça permettrait aux secrétaires, d'ailleurs dans vos communes, la plupart ont dû adhérer, d'être aidés par le trésorier avant qu'ils partent, sinon après il faudra qu'elles appellent barman, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Donc ce qui est essentiel dans cette réglementation, ce nouveau
cette nouvelle comptabilité, c'est qu'il n'y aura plus de dépenses imprévues, mais que l'on pourra aller d'un chapitre sur l'autre. Bon, c'est très voilà, technique. Ça nous promet quelques petites surprises quand on fera le budget, puisqu'il faudra bien que les dépenses imprévues, on les mette quelque part, et donc à ce moment-là, on justifiera le fait que l'on ait gonflé certains endroits, mais vous aurez le même problème dans vos communes. Par contre, pour la communauté, il y aura aussi, en plus, un apurement du compte 1069. Ça, c'est un compte qui n'est pas budgétaire, qui est à la trésorerie, qui a été instauré en 1997, quand ils ont mis la N14, pour éviter de trop grosses conséquences sur les budgets. Donc il y aura 13 777,07 € à passer sur le compte 1068 et bien sûr à trouver les recettes en face. Et ça fera partie de notre délibération modificative du mois de décembre. C'est bon, tout est dit. Je pense à peu près. Merci Claudine. Est-ce que vous avez des questions sur cette expérimentation de la M57? Pas de questions. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dernier point finance, donc l'effacement d'une dette de locataire. On n'a pas de délibération nécessaire, c'est une information. C'est une information, mais c'est aussi que je voulais demander quand même au conseil communautaire, c'est-à-dire une personne qui n'est plus locataire, qui est partie, qui a vu un jugement, donc il y a un jugement qui a été fait, et dans le jugement, elle était condamnée à payer 150 € à la communauté. C'est l'article 700 de la... Je ne me rappelle plus, je suis allée le voir, c'est-à-dire qu'il y a les dépenses qu'elle doit, il y avait une somme, plus cette somme-là qui est pour compenser les dépenses qu'aurait eu l'adversaire. Et comme cette personne a fait entre-temps aussi un dossier de surendettement, ces dettes ont été effacées et donc le bureau vous propose de ne pas faire le titre de recette, de ne pas demander les 150 €, puisque de toute façon elle est insolvable et que si on veut les encaisser, un jour on aura certainement une mise en non-valeur. Donc c'est la proposition qu'on vous fait, de nous autoriser à ne pas encaisser les 150 €, puisque voilà. Je précise à nouveau que cette locataire a quitté le logement. Donc la situation est terminée. C'est-à-dire que ça ferait beaucoup de papiers, beaucoup de choses pour en fait de compte, on ne le récupérera jamais. Voilà. Vous êtes d'accord pour qu'on ne lui fasse pas l'appel pour les 150 €? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? On ne va pas passer au vote parce que ce n'est pas une délibération. Je voulais savoir si quelqu'un C'était une information. veut être contre le... Très Merci. bien. Merci Claudine. On passe à l'économie, et donc avec une première délibération concernant la prolongation de l'OCMAX. Jean-Noël. Oui, alors l'OCMAX, l'opération de modernisation de l'artisanat, du commerce et des services, donc conduite à l'échelle du PIB 3G, donc a fait l'objet d'une convention avec l'État en janvier 2020. Donc nous, la communauté des communes, on avait délibéré 3 fois là-dessus en 2019. Et on avait inscrit notre budget sur 3 ans, un budget d'à peu près 100 000 € à l'époque. Donc je rappelle que l'opération l'OCMAX a pour vocation de soutenir financièrement les entreprises qui souhaitent investir dans leur outil de production, moderniser leur point de vente. Il s'agit également de redonner ainsi de l'attractivité aux centralités des villes et des bourgs. Donc dans cette opération, les financeurs sont l'État, la région, et bien sûr les 4 PCI qui forment le PIB 3G. L'enveloppe globale attribuée par les divers financeurs, c'était 850 000 €. Donc vous savez que il y a eu 58 dossiers qui ont été traités. La pandémie nous a un peu touchés, donc du coup ce qui est proposé c'est il reste une enveloppe sur l'enveloppe 143 000 €. Donc l'idée c'est de pouvoir faire bénéficier nos entreprises pour l'année aussi 2022. Ensuite, du coup, comme il faut faire une modification, une annexe financière, on en profite aussi pour y intégrer
une ligne sur l'accompagnement à la transition numérique. Et voilà, là aussi des aides supplémentaires. L'objectif, ce serait de financer 23 dossiers sur cette année 2022. Au niveau du numérique, ce qui ferait à peu près 3 000 euros d'aide en moyenne par projet. Donc ce que je vous invite à voter ensemble, c'est approuver le prolongement de l'exécution de la convention Haute-Max jusqu'au 31 décembre 2022 dans la limite de 41 000 euros pour l'année 2022 à financer par la CCPL. Je vous rappelle que c'est ce qui avait déjà été voté précédemment, donc c'est qu'un report de budget, ce n'est pas des dépenses supplémentaires. Ensuite, d'approuver le renforcement de l'action en faveur de la transition numérique des entreprises. Approuver le règlement d'intervention d'octroi de l'aide relatif à la transition numérique. Approuver la modification de l'annexe 1 telle que proposée dans la délibération. Préciser que la CCPL mandate Val-de-Garonne Agglomération pour mettre en œuvre ce dispositif, lancer les marchés et encaisser les différentes participations publiques et privées associées. Et enfin, solliciter les finances complémentaires auprès de la région Nouvelle-Aquitaine en fonctionnement et en investissement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Bon, c'est quelque chose qu'on a déjà vu souvent. Aujourd'hui, là, ce qu'on nous demande, c'est de pouvoir prolonger cette aide pour l'année 2022, puisque l'enveloppe n'a pas été complètement mangée. Vous connaissez Logmax, vous connaissez l'utilité de Logmax, hein, c'est quelque chose de très utile pour nos petites entreprises sur notre territoire. Donc il nous reste cette enveloppe qu'on vient d'apurer et en aidant encore des entreprises l'année prochaine. Donc faisons profiter ces entreprises de notre territoire de ces quelques milliers d'euros restants. Et puis la transition numérique, voilà, c'est quand même quelque chose d'important. Ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas dans des choses déconnectées des réalités. Je veux dire, en termes de transition numérique, on ne va pas forcément financer des places de marché, des sites internet. C'est aussi de l'accompagnement en équipement numérique. C'est aussi du conseil. C'est tout ça en fait. Donc voilà, on est vraiment dans l'aide concrète aux petites entreprises. Des questions? Pas de questions, pas d'intervention. Donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Jean-Noël. On passe à l'habitat avec une première délibération concernant le financement de la fin du PIG 2, le PIG Habitat pour 2021. Jean-Luc? Oui, en premier lieu, je voudrais vous remercier pour la subvention pour l'éclairage. Donc le PIG Habitat, le PIG Habitat arrive à terme, c'est sur une triennale, c'est sur 3 ans, et le budget qui avait été alloué par la communauté de communes sur ces projets-là, c'était 52 000 euros, et il s'avère que il y a eu beaucoup de dossiers, plus que prévu, donc on a un dépassement de budget. Alors où il y a plusieurs choix, où on ne subventionne pas ces porteurs de projets, ou on vote un budget supplémentaire pour accompagner ces gens-là dans leur projet. C'est quand même assez important. C'est vrai que tous ces travaux qui représentent, bon, je ne sais pas le chiffre de la communauté de communes, mais sur le pays, puisque le PIG Habitat c'est sur le pays, donc les 3 communautés plus Val-de-Garonne, ça représente 9 millions d'euros de travaux, et sur ces 9 millions de travaux, il y en a 70% qui sont faits par des entreprises locales. Donc c'est quand même important, c'est un soutien important des communautés de communes dans cette porteur de projet qui amène aussi de l'économie et du travail sur le territoire. Donc je vous demande si vous êtes d'accord pour allonger donc ce budget de 25 700 euros pour accompagner ces porteurs de projets sur les dossiers qui sont en cours et ceux qui sont en train d'être étudiés par l'ANA, puisque c'est un accompagnement de l'ANA sur ces projets. Nous, on ne fait que complément de subvention à la hauteur de 1 000 euros par dossier pour les propriétaires occupants. Merci Jean-Luc. Des questions sur le prolongement de ce programme? Il faudrait quand même rajouter 25 700 euros pour pouvoir
pour pouvoir boucler, financer les derniers dossiers sur 2021. Pas de questions, pas d'interventions? Le prochain programme, on aura voté le prochain programme puisque on termine 2021 et on repart sur 3 années de 2022-2025, le programme 2022-2025, mais avant la fin de l'année, on aura à délibérer. Je vous présenterai les nouvelles dispositions par rapport à ce programme. Tout à fait. Sur l'enveloppe supplémentaire, donc sur le PIC 2021, pas de questions? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, un dégrèvement de loyer de 150 € concernant un locataire à la Sauvetat du Drô. Oui, nous avons un logement de libre à la Sauvetat du Drô suite à une expulsion et nous sommes en travaux. Et l'électricité avait été coupée, on ne pouvait pas travailler, donc on s'est raccordé, enfin les employés de la communauté ont raccordé sur le logement à côté. Et c'est vrai que c'est des machines qui consomment pas mal d'électricité. Et donc en dédommagement à cette personne, je demande un dégrèvement de son loyer de 150 € pour la consommation de son électricité. Des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et puis, une dernière délibération, donc la délibération que nous avons ajoutée en début de réunion concernant la vente du terrain de la propriété de la communauté à la zone de Favard. Donc c'est une vente à la société SAS Soderec Ferrerito. Donc il y a déjà une parcelle qui avait été, on avait délibéré pour cette parcelle, mais pour se mettre en conformité avec son permis de construire à l'PLU du Miremont de Guyane, il fallait rajouter une bande de 4 mètres tout le long du terrain. Le géomètre donc, a fait le travail dans la semaine. Oui, vous avez le plan dans le dossier. Donc on a rajouté 402 mètres carrés à la parcelle qui était en vente. Et avant, la première délibération était achetée en nom propre. Il y a un changement puisque maintenant c'est la société qui devient pour acquérir ce terrain. Le prix de vente c'était 11 000 €, ça ne bouge pas. Voilà ce que je peux dire. Des questions sur cette délibération, sur cette vente? Là aussi, ça fait un petit moment qu'on en parle, en cette délibération. Pas de questions. Donc, je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Jean-Luc pour ces différentes délibérations. On passe au sport avec plusieurs délibérations. La première, enfin 2 délibérations. La première concernant simplement une convention avec la MFR de Miremont pour la mise à disposition gracieuse d'un terrain de football. Merci Minet, je pense que tu as résumé. Donc c'est le terrain d'entraînement du stade de Bénechet, donc qui serait utilisé, qui était utilisé auparavant quand Miremont était propriétaire de ce complexe, dans les jeudis de 14 h à 16 h, hors période scolaire. Donc il faut qu'on mentionne avec la MFR, c'est à titre gratuit, pour qu'ils utilisent donc le terrain d'entraînement comme il le faisait auparavant.